Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 55e épisode, épisode numéro 54. Nous sommes le 26 août 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon. Qui es-tu? Bonjour, je suis Julien Durillon, je suis, développeur et tout un tas de trucs chez Clever Cloud. Très bien, et je suis aussi accompagné de Pierre Zemb. Qui es-tu? Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Zem, je travaille en tant que développeur à Clever Cloud, autour de tout ce qui est, système distribué et traitement et stockage de données. Très bien, et je suis aussi accompagné de Florentin Dubois. Qui es-tu? Hello, moi je suis Florentin Dubois, du coup je suis également développeur chez Clever Cloud, comme Julien et Pierre, et je travaille sur le système distribué, le load balancing et la plateforme de face, et c'est un peu de teasing. Sacré Et teasing. c'est le premier épisode de Florentin. Oui, Exactement, et oui. c'est mon Cool. premier épisode. Et je suis tout excité et en même temps un petit peu effrayé de ce qui va se passer là tout de suite. Super. Eh ben, on va passer du coup directement au premier lien, un lien de Pierre sur Grafana qui a fait une levée de fonds. Oui, alors, ils ont annoncé ça, cette semaine, donc Grafana, l'entreprise derrière, le produit open source, Grafana et plein d'autres trucs, a levé 220 millions supplémentaires. Donc ils avaient levé 50 millions l'année dernière, 220 millions cette année et une valorisation à 3 milliards de dollars. Donc belle réussite. Hein. Bon. Ils font vraiment plein de choses. Hein. Clairement, j'avais pas suivi leur levée de fonds, mais effectivement, ouais, c'est une réussite. Après, on sait que potentiellement il y a pas mal de plugins et tout qui sont supportés. Est-ce que tu sais s'il y a des choses qu'ils vont rajouter grâce à ça ou faire avec l'argent qu'ils ont? Je sais pas. Ils vont sûrement améliorer leur strat observability. Grafana est très connu pour la partie metrics, mais ils rajoutent plein de trucs côté logs et côté tracing pour intégrer. Avec Loki et Tempo, du coup, les technos respectifs pour le log et le tracing, du coup. Yes. Donc bon. C'est pas mal du tout. Bravo à eux. Yes. Je précise pas, d'ailleurs, je sais pas combien il y a d'employés chez Grafana. J'ai pas regardé, j'ai juste Bonne vu idée. qu'ils avaient bougé leur bureau d'Europe à New York. Ok, d'accord. Voilà. Effectivement. Voilà. Peut-être la levée de fonds est passée là-dedans, du coup. Dans les nouveaux bureaux, du coup. C'était le but. Dans l'avion pour Bah. emmener tout là-bas. C'est des bureaux à 220 millions, si on est quand même sur des beaux bureaux, quoi. Il faut ce qu'il faut, hein, quelque part. C'est ça. Le beau penthouse à New York. Bien, passons à un autre lien sur le CSP, Content Security Policy. Donc c'est un article de quelqu'un qui a activé la fonctionnalité CSP sur son site, et une sous-fonctionnalité en particulier. Et juste du coup, petite parenthèse sur ce qu'est CSP, donc le Content Security Policy, c'est une fonctionnalité dans les navigateurs qui permet dans les navigateurs qui doit être piloté par le serveur qui sert le site, et qui permet de restreindre ce que les navigateurs ont le droit de faire sur les différents chemins de l'app. C'est une protection contre le XSS et les injections de données principalement, et contre plein d'autres types d'attaques au passage. C'est assez varié, il y a quand même pas mal de fonctionnalités dedans, je ne maîtrise pas l'ensemble, loin de là. Mais là, du coup, ces articles parlent d'une sous-fonctionnalité de CSP en particulier. Et du coup, cette personne-là a découvert qu'en activant cette fonctionnalité sur son site, elle s'est retrouvée à recevoir une lettre de quelqu'un qui a un brevet pour cette fonctionnalité, un petit patent troll du coup, et qui l'attaque parce qu'il lui a pas payé de droit d'usage pour ça, quoi. Et donc cette personne s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu la même chose, et donc c'est vraiment spécifique à juste cette sous-feature, donc c'est quelque chose à base de nonce dans CSP, mais j'en sais pas plus. Je ne saurais expliquer ce que c'est. Mais voilà, des patent trolls, il y en a sur plein de trucs. Là-dessus, c'est quand même assez surprenant. Je pense que personne ne pouvait s'attendre à se faire avoir là-dessus. Clairement, ouais. Pour le coup, le patent troll sur le Content Security Policy était assez beau. Ah ouais, non, c'est quand même... C'est moche, Ce qui est dommage, c'est que du coup, ça t'encourage pas à utiliser cette fonctionnalité qui est cool, quoi, pour protéger tes utilisateurs. Et tout, donc c'est ouf. Et en plus, un particulier qui fait ça, comment est-ce que... Enfin,
à quel point tu peux espérer gagner des sous, quoi, avec ce genre de Ouais. choses. Autant c'est un des pattern trolls qui s'amuse à attaquer Cloudflare. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné apparemment. Mais Non, il y a eu des problèmes. voilà. Mais autant tu peux dire il y a des sous à récupérer sur le dos de Cloudflare, mais sur le dos d'un développeur qui fait son truc dans son coin, genre c'est pas sur son blog en plus qu'il veut faire ça. Je crois, oui, c'est Qu'il vraiment avait fait sur ça, enfin, c'est un site vraiment un quelconque, truc. enfin, Et qu'est-ce que tu peux récupérer comme sous là-dessus, quoi? après, partir du peut-être qu'il moment où attaque c'est le tout reparti. au hasard en espérant, en fait, et ça va peut-être pas aller plus loin que ça. C'est en mode, il envoie une lettre et puis, bah, si la personne paye direct, tant mieux, quoi. Mhm. À la limite, si c'est que ça, bon, il suffit d'ignorer et puis c'est bon. C'est vrai que pour le coup, comme tu disais, Judu, en particulier, tu peux pas espérer grand-chose du patent troll, quoi. Ça n'a pas... Bah, c'est Ça ça. ne prend pas trop effet, quoi. À la rigueur, sur une entreprise, pourquoi pas, mais... Le seul effet que ça ferait, c'est que les gens vont arrêter d'utiliser cette technique-là, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu Dommage. dommage, parce que c'est un truc qui a l'air plutôt pas mal, du coup, avec un accès sur la sécurité, donc ça fait un peu chier, quoi. Mm. Malheureusement. Comment ça a terminé du coup? Je suis en train de rebalayer l'article. Je crois qu'il s'appelle. Bah, tout le web est passé en HTTP, du coup. Ouais, heureusement, c'est quand même pas un brevet ouais, sur l'utilisation de HTTPS ou un truc encore Ah, plus critique, mais bon, c'est quand même. ça serait drôle. T'imagines, on pourrait avoir l'HTTPR, du coup, pour un autre truc. Le Rartificate, par exemple, où les mecs ont tout écrit en Rust. Alors, du coup, pour rester dans le même domaine du web, on va passer sur un lien qui parle de... Enfin, c'est un lien de MDN et qui parle de MDN. C'est un lien de Florentin. Oui, alors du coup, je suis tombé là-dessus de manière complètement aléatoire. C'est en fait, je disais, je dépliais mon Feedly, et en fait, ce lien-là parle de MDN qui souhaite devenir, qui est de l'ambition qui a toujours été de ce site-là, qui a été le doc du web. Et en fait, notamment, en ce moment, ils sont en train de faire un gros clean sur les fonctionnalités qui n'existent plus, qui sont deprecated dans les navigateurs via l'IETF et le W3C. Et ils sont en train de mettre, en plus du fait que MDN passe sur GitHub, ils sont en train de faire un gros clean sur tout ce qui se passe à côté et tout, dans le but justement de pouvoir être la doc de référence du web. Et je me disais que c'était intéressant de mettre ce lien-là parce que du coup, ça te permet déjà de connaître MDN pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est Mozilla Developer Network. C'est à la base de mémoire, ça ressemblait beaucoup à un forum qui est devenu une grosse doc sur toutes les fonctionnalités du web et tout. C'est quand même la meilleure doc, hein. Enfin, de mon point de vue. Et de mon point de vue aussi, c'est complètement la meilleure doc. Je suis tombé dessus moi, quand j'ai fait du front il y a très longtemps. Je me suis dit que c'était magnifique je cherchais plein de trucs et en fait je suis tombé dessus et j'ai l'impression d'avoir une Java doc mais en beaucoup plus joli, sympa, avec plus de détails sur le web en fait. Et c'est hyper cool. Je vous invite à lire les blog posts parce qu'ils sont très rapides et ils expliquent l'envie derrière de pouvoir être la doc du web, quoi. Ouais. Et il me semble qu'on peut mettre MDN Enfin, il y a de l'open search dessus, ce qui fait qu'on peut avoir directement MDN en moteur de recherche sur son navigateur, avec un mot-clé, par exemple, tu tapes MDN espace ta recherche. Et moi, je ne recherche plus jamais sur mes autres moteurs de recherche plus génériques des infos. Enfin, moi, je vais directement là-dessus dès que j'ai une question sur du web, je vais là-dessus, quoi. Et du coup, dans leur clean-up, est-ce qu'ils ont enlevé la balise La balise marquée. Alors, ce qu'ils font actuellement, là, c'est qu'ils ont tout porté sur Git et ils déprecate les pages name. Ce qui fait que du coup, ils vont plus apparaître sur le site web, de ce que j'ai compris. Et du coup, en fait, tu peux aller héberger à nouveau les pages qui te manquent si tu le souhaites. Si tu fais toujours du Xool Runner ou des trucs comme ça. Exactement. Parce que l'idée, c'est pas de perdre non plus la doc des composants qui sont censés être dépréciés, parce qu'au final, ils peuvent toujours tourner sur un Windows avec un IE6, tu vois. En espérant qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais. C'est cool. Mais c'est bien de faire des gros coups de ménage de temps en temps. Ah clairement, ouais, ça fait... Je suis en train de regarder, ils enlèvent les liens liés aux références à Gecko, Firefox, Mercurial, SpiderMonkey, Thunderbird, Rhino, Xul. Xul, c'est pas le truc d'extension non, c'était en fait le Firefox.
Ouais, en fait, c'est tous les Xul, c'est le Zul Runner. En fait, ça se dit Zul, il me semble, de mémoire. Bon, de mémoire bad. d'il y a 12 ans. Hein. Mais en gros, à l'époque, en tout cas, Firefox et Thunderbird et tous les outils Mozilla étaient en fait développés en XML JavaScript sur une plateforme qui s'appelle Zul Runner, en fait, la techno c'était Zul, c'est-à-dire que tu faisais un genre de package où tu mélangeais du XML, du JavaScript et des trucs comme ça pour décrire ton interface et décrire les interactions avec l'interface, et tu lançais tout ça sur leur VM Zul, en fait, sur leur D'accord, VM, ok. ouais, voilà. On a fait ça avec Quentin, et on avait fait un projet quand on était stagiaire les clés USB. Enfin, la région qui voulait donner aux étudiants une clé USB où tu as tous tes outils dessus. Tu avais la suite Office, enfin LibreOffice, et tout un tas de trucs comme ça. Et plutôt que d'avoir une clé USB avec juste tu vas cliquer sur des fichiers où c'est un peu le bazar, avec l'autorun là, c'était sous Windows bien sûr, on te lançait un truc, mais l'idée c'était que ça puisse être multiplateforme, et du coup on avait choisi de faire ça en Zul. D'accord. Et donc toute l'interface était codée en XML, etc. Et c'était assez cool parce que déjà, en fait, dans le Zul Runner, tu avais l'équivalent des Flexbox qu'on a maintenant en CSS. Parce qu'en fait, beaucoup dans les interfaces, on a ce genre de choses, tu sais, des box flexibles, oula, et des trucs comme ça. Et du coup, quand les Flexbox sont arrivés, moi, après avoir bossé pendant quelques mois sur ce truc-là, j'ai dit « Ah, mais c'est trop bien ! Pour pouvoir J'avoue, retrouver les choses que je pouvais faire dans l'interface, mais que le navigateur lui-même ne me permettait pas de faire, quoi. » j'avoue que ça me fait un peu penser un peu l'avant-après des applets aussi en Java. Je sais que beaucoup, c'était à l'école, j'avais un prof qui était très très fan de faire des applets dans le navigateur parce que tu pouvais gérer les layouts hyper facilement. Mm. Bah, plus facilement que c'était au moment avant l'apparition du Flex et tout. Mais ouais. Mais en fait, jusqu'à il y a 8 ans, on va dire, jusqu'à en gros l'arrivée des Flexbox, puis de Grid, etc., les pages web, c'était comment on appelle ça? Les pages web, c'était considéré comme un truc pour faire comme des articles de recherche, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le même délire que la tech en termes de mise en page. Tu avais du texte, tu avais potentiellement des images, avec potentiellement tous les trucs un peu d'aligne, de float, etc., qui permettaient de se passer autour d'une image. Mais mais c'était tout. Et en fait, tout ce qui est CSS3, c'est arrivé pour faire des applications qui ne soient pas juste une page de texte avec des images à l'intérieur, quoi. Donc forcément, dès qu'on avait envie de faire des applications autres, oui, les applets, que ce soit des applets Java ou des trucs Zul, etc., Ouais, ou de la là, tu avais devine. tout tes... En fait, tout ce qui arrivait dans CSS, c'est ce qui existe déjà, même dans Qt et dans tous ces trucs-là, dans Qt, dans GTK, qui te permettent de faire des interfaces un peu plus flexibles. Et c'est ces trucs-là qui, en gros, arrivent dans CSS maintenant, quoi. Effectivement. Après, moi, je sais que pour avoir bossé pas mal avec Qt, c'est à aucune mesure, ça. Le truc qui est ouf, tu vois, tu fais, bah, j'ai besoin d'un layout, t'as déjà 15 000 classes pour ton layout. Mhm. Là, t'arrives, soit tu veux vertical, horizontal, une grille, machin et tout, et t'as juste un instancier, et le truc te fait le café, quoi. Il prend toute la Ouais. place, il se démerde et tout. Les mecs ont été très très bons, et d'ailleurs, ils ont sorti la version 6 de Qt, si vous avez suivi. On mettra un lien dans un prochain épisode. C'est ça, on en parlera dans un prochain épisode. Ouais, d'ici là, on va partir sur le prochain lien. C'est un lien de moi-même. Sur pourquoi WebKit supporte le format AVIF, mais pas Safari. Alors déjà, le format C'est AVIF, quoi? c'est un format d'image qui vise à supplanter WebP. Alors, bon, en même temps, déjà, WebP, personne ne s'en sert, hein. Mais bon, voilà. AVIF, c'est censé être encore mieux, tout ça. C'est basé sur l'encodeur vidéo AV1. Et donc voilà, c'est très performant, ça donne des images de bonne qualité tout en étant compressé, donc voilà, c'est très cool. Mais voilà, le défaut qui va faire que, un peu comme WebP justement avait pris du temps avant d'être supporté par tout le monde, là c'est que même si WebKit supporte AVIF du coup là depuis quelques temps, Safari toujours pas. Parce qu'en fait, et c'est ce qu'explique l'article, sur Safari, que ce soit sur macOS, iPadOS ou iOS,
tout ce qui est décodage d'images, ça se passe au niveau de l'OS en fait. Le navigateur ne fait rien, il délègue à l'OS. Et donc en fait, il faut que ce soit supporté par l'OS. Et là, les versions d'OS, de iOS, iPadOS et macOS qui sont... Je crois qu'il y a une bêta aujourd'hui en ce moment, je ne sais plus. Je sais En tout plus. cas, ne supporte pas ce format-là, donc on en est encore sur attendre au moins la prochaine bêta, que c'est pas pour tout de suite, quoi. Ils ont annoncé le support dans iOS 15 ou c'est... Non, justement, non, pour Ah l'instant, non, il n'y a même pas pas. d'annonce, donc Donc c'est sur on ne sait la pas. prochaine version, quoi. Ah oui, Le donc ce 16 sera potentiellement. ouais. l'année pro, quoi. C'est rendez-vous Bah, c'est l'année ça, prochaine. c'est vraiment pas pour tout de suite, donc je sais pas, du coup. Est-ce que ça finira par être utilisé ou pas, on sait pas. WebP, en même temps, maintenant, WebP, pour le coup, est supporté par tout le monde, mais... Est-ce c'est un qu'on truc sait d'éditeur déjà moderne, si, quoi. si WebP est utilisé massivement, du coup? Je sais pas s'il y a des stats, j'ai pas l'impression d'en croiser plus que ça, quoi. Mais bon, mystère. Mais ouais, du coup, c'est dommage, c'est un peu un frein de plus, en fait, la mise à disposition comme ça de nouvelles techno. C'est un peu Après, triste. pour le coup, Apple a toujours été un petit peu en arrière, pas en arrière sur les Retard. nouvelles techno. Ouais, mais avec un temps de retard parce qu'ils se disaient qu'ils allaient implémenter uniquement les fonctionnalités standards du web et du coup ils attendent qu'ils sont certifiés, que tu es sûr que la RFC ou l'IETF ait dit bah du coup on va faire ça comme ça et ensuite ils vont l'implémenter. Ils vont pas partir bien en tête comme peut faire du Chrome ou autre en se disant bah du coup nous c'est pas grave, c'est pas été certifié, mais on va notre emblème custom avec marqué WebKit ou autre devant quoi. Ça a du bon aussi, hein. Ouais, clairement, là Le t'es sûr que problème, du c'est coup. que aujourd'hui, comme c'est Chrome qui a quasiment tout le marché, de toute façon, eux, s'ils veulent lancer une feature, bah, ils lancent une feature, en fait, quoi. Ce qui est Clairement. dommage, hein. C'est très dommage. Mais... ouais, Et ils négocient on après. peut faire un petit peu du forcing. Ils tirent le voir d'abord et ensuite. ils discutent après, quoi. Et clairement, ouais. Pour le coup, ils sont très bons là-dedans. Bah, ils ont un peu le monopole là-dessus, quoi. Quand tu regardes du Google Chrome ou autre, c'est compliqué, quoi. Et bah, c'est même pour HTTP3 avec Quick, hein. Ils avaient déjà leur implème de Quick en interne avant que même ça arrive à l'IETF, quoi. On en parle. Donc, c'est un peu compliqué à se partir à ce moment-là. Tu sens que c'est drivé derrière, quoi. Ça, on est un peu sur du forcing, quand même. Même si Clairement. c'est une bonne chose, mais c'est une drôle de façon de gérer l'arrivée d'une nouvelle techno web, quoi. Bah, clairement, ouais. Tu ressens vraiment qu'ils open source l'interne, quoi. C'est un peu bizarre. Là, on va quitter le monde du web pour aller dans le monde de la data et des mathématiques, avec un lien de Julien. Voilà, c'est un article de Jeffrey Morris, je ne connais pas cette personne, qui essentiellement l'article s'appelle Israeli Data, donc ça parle de virus, de vaccination, etc. bien sûr. Comment est-ce que l'efficacité contre les cas graves de la Covid peuvent être ceux qui sont annoncés par les labos et tout ça peuvent être si forts alors que 60% des personnes hospitalisées sont effectivement vaccinées. Bon, l'article qui donne envie de cliquer dessus, bien sûr. Et alors, ça parle essentiellement d'un truc qui s'appelle le paradoxe de Simpson. Et parce qu'en fait, il y a un... Comment ça s'appelle ? Si on prend les données brutes envoyées par Israël et qu'on calcule, en gros, on regarde en gros combien de gens de la population... Enfin, quel pourcentage de la population n'est pas vacciné, quel pourcentage est vacciné. Et ensuite, dans les cas graves, combien de personnes ont un cas, enfin, combien des non-vaccinés pour 100 personnes sont des cas graves. Donc, quand on dit cas graves, c'est des gens qui sont intubés ou ce genre de choses. Par rapport aux gens qui sont complètement vaccinés, enfin, aux cas graves, mais qui sont complètement vaccinés, on se retrouve à avoir un pourcentage d'efficacité contre les cas graves de 67%, ce qui, on est quand même vachement loin des 85, des 90, 95% annoncés par les labos. Et on est là, mais où est l'arnaque, quoi? Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il va un peu plus loin, donc en explorant les données. Et par exemple, il commence par se rendre compte. Je vais pas vous lire tout l'article, hein, mais je vous donne une idée. Il commence par se rendre compte que 85,7% des individus qui ne sont pas vaccinés en Israël ont moins de 50 ans. Ce qui fait que dans les non-vaccinés, voilà, c'est vraiment une énorme majorité des gens qui ont moins de 50 ans. Et quand on regarde juste, par exemple, les moins de 50 ans et les plus de 50 ans,
on se rend compte que le risque de cas grave chez les plus de 50 ans non vaccinés, non, pardon, si c'est ça, est 23 fois plus grand que chez les moins de 50 ans non vaccinés. 23 fois plus grand quand on a plus de 50 ans que quand on a moins de 50 ans. Moi, du coup, je suis content, il me reste encore 20 ans avant. Effectivement. Voilà. Mais voilà, donc quand même 23 fois plus grand. Et chez les vaccinés, le risque de cas grave est 42 fois plus grand chez les plus de 50 ans par rapport aux moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vacciné et qu'on a moins de 50 ans, en fait, visiblement, le virus a l'air de fonctionner encore mieux que ça. Le vaccin. Le vaccin. J'ai dit quoi? Le virus? Le virus, pardon. dès que tu te fais vacciner, te zigouille vachement mieux. Ah bah, en tout cas, c'est ce que les gens avaient l'air de dire, tu vois, parce que oui, pourquoi il y a 60% des gens vaccinés qui sont à l'hôpital, enfin 60% des gens qui sont à l'hôpital sont vaccinés, c'est une arnaque, etc., etc. Et donc en fait, quand on découpe par petits, les moins de 50 ans et les plus de 50 ans, par exemple, on se rend compte que si dans chaque groupe, l'efficacité du vaccin est, genre pour les plus de 50 ans est à 85%, alors que pour les moins de 50 ans, elle est à 92%. Donc on est effectivement plus loin des 67,5%. Et l'article utilise ça pour nous présenter le paradoxe de Simpson, qui fait que, en gros, quand on travaille sur des nuages de points, à un moment, ce qu'on veut voir, c'est des tendances. Et pour faire des tendances, on utilise un truc qui s'appelle souvent la régression linéaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tracer comme droite pour voir une tendance à partir des points où il faudrait qu'à chaque moment de la droite, que les points soient tous que la moyenne des points soit au plus proche de la droite à chaque fois. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est très visuel, faut aller lire l'article, il est en anglais mais il est très facile à lire. Et en fait, on peut se retrouver parfois à avoir un nuage de points où si on prenait justement un critère du genre moins de 50 ans, plus de 50 ans, finalement, le nuage de points se retrouve séparé en deux nuages de points qui sont très très distincts. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de 50 ans, de toute façon, sont beaucoup plus en danger, donc ils vont déjà être sur le graphe éloignés des autres. Et là, si tu fais une régression linéaire sur chacun des nuages, genre celui des moins 50 ans et celui des plus de 50 ans, tu t'aperçois que, en fait, la droite, par exemple, au lieu de monter, genre plus t'es vacciné, plus t'es à l'hôpital, en fait, elle descend. Que effectivement, plus t'es vacciné, moins tu vas à l'hôpital. Ce qui est une bonne chose, parce que du coup, par rapport à ce qui est passé. Ouais, c'est ça. Ce qui est une bonne chose. Parce que, voilà, du coup, allez vous faire vacciner. Et donc, secrètement, l'idée derrière, c'est d'aller je dis ça, voilà, quoi. vivre une vie un peu normale, comme on se disait. Et du coup, le fait de se faire vacciner aide à ça. C'est ça. Et en fait, bon, je laisserai les gens qui s'intéressent lire l'article, mais une fois qu'il a découpé en plus de 50, moins de 50, il refait la même chose en découpant vraiment sur des tranches d'âge de 3 ou 4 ans, quoi. Et tu te rends compte que sur des tranches d'âge de 3 ou 4 ans, effectivement, les moins de... Les moins de 30 ans, genre... Les moins de 30 ans, ouais, c'est ça, c'est 100% d'efficacité, quoi, contre les cas graves, j'entends. Et ensuite, bon, ça descend effectivement, et on se rend compte que l'efficacité descend avec les âges. Et alors, le truc un peu drôle, entre guillemets, c'est que sur les plus de 90 ans, l'efficacité remonte par rapport aux 80 à 89 ans. Et il me semble qu'il explique ça par le fait que, en fait, les plus de 90 ans sont déjà morts avant que le vaccin arrive. Ce qui fait que ceux qui restent sont parfois des gens qui ont déjà survécu et du coup, l'efficacité du vaccin est encore plus grande chez eux parce qu'en fait, il y en a finalement moins. Enfin, il n'y a que les plus forts qui sont restés. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as aussi un certain pourcentage de la population qui est, horrible. Qui est de base pas vacciné, mais qui est résistant à la maladie et du coup, forcément, il gagne. C'est ça. Et en fait, ouais, chez les plus de 90 ans, vu que c'est ceux qui ont été touchés le plus dur, ceux qui sont restés, c'est ceux qui étaient déjà résistants. Après, quand tu dis qu'il baisse, quand tu regardes la stat, on passe d'un 100% complètement insolent pour les moins de 30 ans à 88% pour la tranche d'âge des 60-70 ans. Et ensuite, ça remonte. Ouais, parce que du coup, comme tu dis, ce sont les personnes qui ont déjà tapé le virus ou qui sont résistants naturellement à ça.
Enfin voilà, c'est super intéressant à lire, ça se lit très très facilement, c'est bien expliqué. Donc je vous invite, si comme moi vous avez des gens dans votre fil Facebook qui partagent de la propagande, bah, ça peut vous faire de la data. Du répondant. Même si on sait très bien que les gens qui sont de toute façon dans la peur, c'est Raisonner. compliqué de les raisonner. À moins d'avoir envie d'y passer des heures et d'être très patient. gentil. C'est ça. Mais voilà, du coup, les stats, je trouve que c'est toujours Ça, tu très peux faire marrant. dire tout ce que tu veux. Tu peux arriver et faire l'inverse en disant t'as 20% des gens qui sont à la tranche 60-70 ans, ça se passe pas bien, tu vois. C'est les stats, c'est beau. C'est comment tu interprètes la chose. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, du coup, on a le vaccin qui marche vraiment bien, quoi. Tu peux pas le nier, quoi. Et ça, c'est beau. Mais c'est vrai que c'est intéressant de connaître Ouais. un peu de stats quand même pour savoir si on est en train de te bullshiter ou pas. Est-ce que ça a du sens l'analyse qu'on te fait ou pas? Ouais, mais même en fait, il faut un référentiel Ouais. à côté parce que tu peux avoir des stats en disant, bah, du coup, je sais pas, moi, il y a 80% des personnes vaccinées qui n'ont pas de cas sévères. Mais si t'as pas de référentiel à côté pour un autre vaccin ou autre, bah, du coup, c'est compliqué de dire, bah, du coup, ça marche bien, ça marche pas. Du coup, tu vois, par exemple, pour la grippe, on parle de 30% d'efficacité quand tu te fais vacciner. Donc là, on est sur un très bon vaccin qui est vraiment efficace, quoi. Il faut se le dire. Et, C'était c'est au-delà de toutes les attentes Mm. quand il y a eu les premiers chiffres clairement, ouais. suite au test. On s'attendait pas à ça, quoi. Ouais, et puis en plus, ce que ça a amené, c'est la poussée technologique sur l'ARN et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir des papiers médicaux qui te parlent de potentiellement aller soigner le cancer via de l'ARN. Tu vois. Et ce qui est beau, hein, c'est une piste qui a été jamais, bah, pas qui a été jamais, qui a jamais été envisagée, mais qui n'était pas réalisable, du moins à ce moment-là. Et aujourd'hui, on va peut-être pouvoir le faire. Tu vois. Je crois Là, que en fait, c'est l'autre truc positif, c'est que là, ça a permis de tester un vaccin ARN sur des millions de personnes et d'avoir des chiffres très probants, quoi. je crois que ça fait 10-15 Alors ans que qu'on connaît l'ARN. ça fait une dizaine d'années, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. des Des gens choses qui comme travaillent ça, ouais. dessus. Et c'est la première application à grande échelle, quoi. Mais ouais, c'est ça. Le problème, c'est que tester c'est pas un vaccin du coup vraiment, mais un remède au cancer ARN, bah, le problème, c'est qu'il faut pouvoir tester sur suffisamment de gens et c'est difficile. Alors que là, c'était plus Là, facile de forcément, t'as trouver. toute la population qui est concernée, donc c'est facile. Oui. Il y a plein de gens. Plus facile. Oui. Pour tester, je dis pas que c'est plus facile à concevoir le truc, mais pour tester et avoir des chiffres vraiment concrets, c'est plus simple. Quand tu sais qu'il faut l'entreposer dans des chambres froides à moins 70 ou moins 80 degrés, le construire doit être un combat aussi, quoi. Ouais, non, il y a sûrement 2-3 difficultés, hein, sûrement pour ça qu'ils travaillent dessus depuis 10 ans déjà. Bon, je vous propose de passer à la suite, on va rester sur le côté data, mais vachement moins médical, avec un lien de Pierre, c'est un papier de Microsoft sur leur plateforme Big Data. Yes, donc c'est un papier qui est sorti ce mois-ci, donc au VLDB. VLDB, c'est Very Village Databases. C'est un truc où les entreprises publient en gros les papiers les plus liés aux bases de données. Et il y a plein de papiers super intéressants. J'ai retenu un qui est de Microsoft et qui propose en fait une rétrospective sur leur base de données qui s'appelle Cosmos DB. Alors, je fais Cosmos DB, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données propriétaire à Microsoft, à Azure, qui est distribuée multimodèle. Donc, ça veut dire qu'on peut faire à la fois du SQL ou du document ou stocker un peu ce qu'on veut dedans. Et c'est un peu la base de données cloud d'Azure. Et en fait, le papier revient du coup sur le début, comment ça a démarré. Donc, ça a démarré en 2002 avec le stockage low level. Ils expliquent en fait, à ce moment-là, on avait tel utilisateur, il avait tel besoin et comment on a taclé les problèmes qu'il avait. Et donc, le papier est super intéressant parce qu'en fait, c'est une grande timeline où il raconte, en 2005, par exemple, on avait l'utilisateur, on avait Bing en utilisateur, et donc du coup, on a dû rajouter du mode batch, par exemple. Et ils viennent sur comment ils ont fait évoluer chaque brique
chaque brique. Le papier est plutôt cool. Il y a des trucs assez rigolos des fois dans la timeline. Du coup, je suis en train de la regarder. Par exemple, donc le Cosmos Store est apparu en 2004 et la compression en 2009. Donc il y a des trucs comme ça où tu sens les trade-offs qui ont été faits. On s'est dit bon, on verra ça après. Donc, Et, potentiellement, ils ont tapé Quand ça devient un problème, bon, allez. voilà, c'est ça. C'est ça. Quand ils arrivent, on n'a plus de place sur les disques. Comment on fait? On va compresser la donnée. Après, ils annoncent aussi pas mal de chiffres. Sur 10 ans, ils ont fait x12 en nombre de serveurs, x188 en size de data avant compression et x108 en nombre de batchs qui tournent. Et maintenant, Cosmos, c'est du l'exabyte en termes de base de données chez eux. Quoi. Après, ça Ça fait commence longtemps à que Cosmos tourne chez eux pour le coup. Ouais. C'est 2002 et le fait que déjà, moi je me souviens être tombé dedans il y a 4-5 ans où je suis tombé dessus de manière complètement en faisant de la veille et tout et me dire, c'est vraiment un truc ouf parce que de mémoire, les API de CosmoDB, elles sont, il n'y a pas une API particulière en fait. Ils te fournissent les API de Postgre, de MySQL, potentiellement du Mongo, je crois aussi. Et ils ont vraiment l'idée de ne pas avoir leur protocole proprio, mais les protocoles qui sont utilisés de manière open source et tout. Et c'est vraiment cool de leur part de pouvoir faire ça en fait. Après, j'avais pas suivi qu'elle avait autant grossi. Et pour le coup, En fait, on se rend jamais compte, c'est quand tu vois un cloud provider qui dit oui, je fais telle fonctionnalité. En fait, on se rend pas compte de la complexité des fois ou des années de travail ou des itérations ou même de l'usage interne de ce genre de truc. Quand tu te dis, à un moment, il parle de l'usage dans Bing News où il disait en fait toutes les news c'est dans une table SQL quoi. Par exemple, tu vois. Et ça a été ouais, c'est ça. Ou alors, t'as des trucs rigolos où ils disent à un moment, le batch, les batchs, il pouvait y en avoir qu'un seul en même temps. Donc, du coup, on a fait des clusters virtuels pour que, en fait, il y ait toujours la mutation de 1, mais sur le cluster qui est virtuel. Du coup, t'as plusieurs clusters. C'est assez rigolo. Vraiment, le papier est cool. On a très rarement ce genre de rétrospectif sur un produit propriétaire. Donc j'ai trouvé le papier assez chouette. Ouais, généralement, on a des papiers sur l'état, on va dire, final, enfin, ce sur quoi ils sont tombés, mais t'as pas l'évolution, par quoi ils sont passés, les difficultés, les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, quoi. C'est vrai que c'est vraiment très très intéressant. Ouais. Ça me fait beaucoup penser au papier que peut sortir TIKV ou TIDB sur les problèmes qu'ils tapent en réimplémentant une base de données distribuée du coup avec protocole Raft et tout. Parce que du coup, c'est vraiment le type de chronologie où quand tu parcours le blog post, tu fais du coup, ils ont tapé ça, mais ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et c'est hyper intéressant, tu vois, parce que tu vois que ça grossit vachement derrière. Surtout, c'est toujours à peu près les mêmes designs qu'ils utilisent. Hein. Il y a des choses où tu peux pas tricher, quoi. Et le cap théorème, il existe, tu peux pas ne pas faire avec, quoi. Tu peux le tordre un peu. Mais... Alors on va rester sur des gros chiffres, mais pas sur du stockage de données, et on va passer sur un article de Cloudflare, et c'est un lien de Florentin. Oui, j'ai vu ça passer cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. C'est la plus grosse attaque DDoS en HTTP que Cloudflare a subi cette année, qui, pour ceux qui se rendent pas compte du trafic de Cloudflare, et qui pour moi non plus, je pensais pas qu'il gérait autant de requêtes et tout, c'est qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, Cloudflare, c'est 25 millions de requêtes par seconde en HTTP, HTTPS, et là, du coup, ils ont tout compté pour faire un comparatif. Donc, c'est un gros 25 millions à la seconde, et ils se sont pris une attaque au mois de juillet dernier, qui était de 17,2 millions de requêtes par seconde en HTTP. À rajouter aux 25, du coup. À rajouter aux 25, exactement. Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, c'est quasiment plus de 2 tiers du trafic qui s'est rajouté et ils ont dû mitiger ça et tout. Ce que je trouve assez fou, en fait, pour avoir géré du load balancer. Il faut que tu puisses, d'un point de vue technique, absorber déjà le trafic, pour le trier. C'est hyper compliqué. Il faut avoir mis ça devant, faire en sorte que du coup,
tu traites plus au niveau d'un point de vue HTTP, c'est beaucoup trop compliqué d'aller tout parser. Et c'est hyper consommateur, donc tu traites ça d'un point de vue IP et tu essaies d'identifier les IP qui t'agressent et tout. C'est hyper intéressant. Et si ça pose la question de la résurgence des botnets et de Mirai notamment, qui du coup viennent créer ce genre de trafic qui sont énormes. Il parlait là. C'est Alors quoi Mirai, Mirai, j'ai hein regardé et là, je t'avoue que je viens juste d'oublier. Je l'avais sur le bout de la langue. Mirai, c'est l'énorme botnet qui était en 2017-2018. C'était le truc avec les caméras là. Tu sais, quand il y a eu le site web où tu pouvais te balader sur les Internet of Things, il y a eu un énorme bot qui était apparu qui avait, euh, je sais plus le nom de la caméra. Et bref, ils avaient un énorme Caméra bot. et pas que, non? C'était pas plusieurs comme ça trucs d'IoT Ouais, je avec sais le plus, mot de ouais. passe par défaut, enfin voilà, ce genre de trucs. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi, les caméras et tout ont une sécurité assez pauvre en général, et du coup, celles qui sont craquées en général, bah du coup, elles ont un peu toutes la même sécu et tu peux les craquer une par une, et du coup, t'as une caméra, tu peux en craquer 10, 100, 1 million, et du coup, t'as Ça. vite. Là, on parlait de 20 000 bots répartis sur 125 pays. C'est ça, et on a justement le graphe Par pays. de la répartition par pays des IP attaquantes, et on se dit que bah, quand même, tout ce qui était l'Indonésie et tout, c'était le plus gros de l'attaque, ensuite suivi de l'Inde, le Brésil, pour les 3 premiers. C'était très localisé dans l'Océanie pour le coup. Là où je m'attendais plus, tu vois, Russie, Corée du Nord pour le coup. La Russie est quand même assez haut aussi, hein, ils sont dans le top, pas top 10, mais enfin pas loin derrière. Mm. Mais je m'attendais beaucoup plus à ce genre de pays que l'Océanie pour le coup. Pour moi, l'Océanie, c'est un coin de la planète assez calme dans l'informatique et notamment en cyberattaque. Et du coup, je m'attendais pas à voir ça. Alors du coup, petit truc marrant, je viens de taper Mirai botnet là dans mon moteur de recherche préféré. Et en fait, le premier lien, c'est un lien de Cloudflare. Et en fait, Cloudflare, ils ont tout un truc de learning de doc, etc. Et genre là, littéralement, ça m'a amené sur Cloudflare/fr, parce qu'il y a la VF en plus, /learning/DDoS/glossary /Mirai botnet. Et du coup, apparemment, ils ont tout un truc qui t'explique ce que c'est qu'une DDoS, du flood, qu'est-ce qu'un botnet, etc. Et quels sont les différents... Enfin, voilà, quels sont les différents botnets qui existent en ce moment, etc. Et qui réexplique effectivement que oui, c'est effectivement des botnets qui infectent tout ce qui est caméra et IoT et qui sont utilisés pour faire des DDoS. Mais c'est vachement bien en fait. Le lien sera dans la description. Oui. Ouais. Tu Ouais, c'est l'as bon, trouvé je ou tu veux que je le mette? J'ai cru que tu parlais quand tu disais ton moteur de recherche préféré de MDN. Tu parlais de l'open search MDN. J'étais en train de me dire, mais comment a-t-il fait? Mon moteur de recherche généraliste préféré. Parce qu'on est en France, on va d'abord voir le moteur. Bref. Mais voilà, du coup, ouais, je vous invite aussi à lire le truc Cloudflare. Ouais, il y a toute une doc là-dessus, c'est très intéressant. Non, je disais juste que du coup, ouais, c'est hyper cool le bot Mirai et tout à découvrir, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui date déjà de quelques années. Et d'une belle période où on pouvait tous visiter plusieurs pays en quelques instants grâce à ces caméras-là. C'était assez marrant. On peut toujours. On peut toujours. Je pensais qu'ils avaient un peu augmenté la sécurité entre-temps. Et moi, je me souviens avoir utilisé ce genre de choses pour voir notamment exactement. Et quel était l'état de la plage, tu vois. Genre, est-ce qu'il y a du vent, des vagues pour pouvoir aller à la plage et faire un petit truc comme ça, tu vois. Sachant que, du coup, en revenant sur l'article, on parlait des pays et tout, ils ont un graphe qui est assez rigolo, parce que du coup, ils partent du principe, ils monitorent à la seconde, au niveau de toutes les 2 secondes. Et en fait, tu passes d'un graphe assez plat, où tu sens qu'ils auraient étalonné l'échelle de 25 millions à 0. Ils ont enlevé le trafic nominal, et tu vois la montée en charge de Cloudflare qui est, du coup, on est à 25 millions, et bam, on te rajoute à 15h48, il se passe rien. À 15h48 et 2 secondes, t'as 8 millions de requêtes en plus d'un coup, quoi. Et là, tu fais,
Et tu te dis que du coup, l'infra doit gérer ça parce que là, aucune intervention humaine n'est possible. Tu vois. Et Pour on 2 notera secondes. que c'était un. Ouais, et c'est ça Non, qui se passe. j'allais juste Pardon, vas-y. faire un. On notera que c'est un screenshot Grafana. Mais c'est grâce au nouveau bureau new-yorkais. C'est ça. Ça. Non, c'est vrai que c'est classe que, enfin, tu vois, il t'explique là, Cloudflare, que c'est leur truc automatique de mitigation, quoi, qui a géré ça, quoi. Et ça, c'est parce que pour avoir déjà géré des DDoS, très souvent, tu as une partie avec des choses automatiques et une partie Manuellement, où ouais. quand même, faut regarder un peu la gueule des trucs et bloquer des IP plus ou moins manuellement et attendre que ça passe, quoi. Ou parfois juste couper le site qui était attaqué et et pour que les autres puissent tourner, quoi. Et effectivement, c'est quand même assez Clairement, impressionnant, hein. Parfois, on se dit qu'on a des problèmes réseau et, et après, on regarde les problèmes réseau de Cloudflare et on se dit, Ça fait relativiser. Hein. c'est ça. Le même monde, ouais. On est sur une autre échelle. Pas la même scale, ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, voilà, donc si vous êtes intéressé par les attaques DDoS et tout, n'hésitez pas à aller lire ce petit article. Et la doc. Et la doc, du coup, que Julien a retrouvé. Et c'est vraiment cool, là. Ça explique vraiment, et puis on voit qu'il y a une différence d'échelle entre nous comme des mortels et Cloudflare pour le coup. Sur ce coup, on a des choses à apprendre et ils ont des choses à nous apprendre notamment. Et en parlant d'échelle, on peut parler de. Je fais la transition pour toi parce que j'en ai. Vas-y. Orthodoxe. On peut parler de l'échelle à laquelle Google se place sur on tue des applications quand elles fonctionnent bien. Ouais, c'était un peu. Voilà, je m'entraîne Joli. encore aux transitions. Pas mal quand même. Moi, je valide. Pierre, du coup. Yes, c'est un article qui est sorti hier sur Ars Technica et qui est intitulé Une décennie et demie d'instabilité, l'histoire des applis de messaging de Google. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. C'est un article qui liste en fait toutes les solutions de messaging qu'il y a eu chez Google et qui montre que à chaque fois elles étaient instables et elles se sont fait remplacer. Donc si je lis rapidement, je suis étonné, hein, la liste tient pas sur mon écran. Donc du coup, il y a eu Google Talk, Google Voice, Google Wave, Google Buzz, Slide Disco, je connais même pas, Google Plus. Là après, il y a eu l'arrivée d'iMessage, WhatsApp, Google Doc, Editor Chat, Google Hangout, Google Space, Google Allo, Google Duo, Google Hangout, YouTube Message, varions un peu le préfixe, Google Hangout 2018, Google Map Message, Google Photo Message, Google Stadia Message, Google Pay Messages, Assistant Message, Phone Messaging, Google Chat, et maintenant ils sont même dans Gmail. Enfin bon, c'est le... Mais Google Pay Messages, enfin, Ouais. C'est pour que tu ailles raqueter les gens directement. Ah non, mais moi enfin, avant Google, il y a Google Ouais, Maps aussi, Messages Oui, aussi oui. qui est... En fait, ça, qui est- ça reflète complètement en fait l'organisation de Google. Quand tu es software engineer là-bas, tu as une échelle pour grimper, tu vois, des niveaux avec pour monter jusqu'au CTO. Et en fait, pour ça, tu dois prouver tes talents. Et ce qui est valorisé, c'est la création de produits ou de grosses fonctionnalités, et pas du tout le maintien. Donc en fait, c'est pour ça que tu vas avoir plein d'équipes chez Google qui vont dire on va faire une app de messaging. Ils vont la faire. Après, ils vont avoir leur promotion et ils vont passer à un autre projet. Et du coup, ça vit comme ça depuis 15 ans, quoi. C'est ouf. Non, moi, le seul truc que je regrette, c'était Google Wave, Je me quoi. souviens même plus. En vrai, c'était marrant. C'était le truc qui allait remplacer le mail. Ils avaient un autre truc. Et en fait, Google Wave, tu avais un genre de trucs collaboratifs où tu pouvais écrire tous ensemble dans le même document, plus du chat, plus des machins, mais dans lesquels, en fait, tu pouvais recevoir tes mails. Ce qui faisait que pour, on va dire, gérer une boîte mail collaborative, tu vois, avec une équipe, tout le monde était connecté à la boîte mail, enfin, au Wave, quoi. Et tu pouvais écrire à 4, à 6, à 10 mains les réponses aux mails. C'est parce que le grand problème quand tu as une boîte mail, c'est genre souvent les gens se retrouvent avec un Gmail partagé ou un truc comme ça. C'est le bordel.
tu te retrouves à... C'est le bordel parce qu'il y a des gens qui répondent en double, parce que tu vois, t'es obligé d'avoir un J'ai WhatsApp répondu à côté ou un Hangout à côté Ouais, pour dire c'est ça. je prends celui-là. Ou alors à mettre des tags. Moi, j'avais fait ça pour faire un outil de support il y a 8-9 mois là, où on avait littéralement 24 heures pour mettre en place une boîte mail de support, ou enfin bref, un outil de support, et on avait autre chose à faire que d'aller chercher chez Intercom ou chez Crisp ou enfin bref. C'était compliqué quoi. Donc on avait créé une boîte mail, surtout que j'étais avec des gens qui n'étaient pas forcément les plus techniques du monde quoi. Et on était parti sur on se met des labels à notre nom sur un mail avant même de commencer à répondre Pour la signer. pour dire attention. Ouais, c'est ça, on s'assignait les mails grâce à des labels. Et non, mais Google Wave, c'était marrant parce que tu pouvais, c'est la même techno que Google Doc, où tu voyais les gens écrire en live la réponse du mail, etc. Et on s'était amusé là-dessus à l'époque, c'était avant Clever Cloud. Et non, c'est ça. Attends, c'était basé sur Etherpad ou un truc comme ça. Ouais, qui est la techno enfin, récupérée bref, c'était pour Google voilà, Doc sauf que derrière. personne. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, personne n'a compris à quoi servait Google Wave. Je pense que ça faisait trop de choses, en fait. Et nous... Ouais, c'est ça. En fait, ils sont amusés à mettre des jeux dedans. Enfin bref, plein de modules. C'est parce que c'était la mode où Facebook, c'était la grande période des jeux sur Facebook, là. Tu sais, où tu t'ajoutais, tu inscrivais un jeu, etc. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Ah ouais, mais Paf le chien. Non, et puis même tous les jeux de... Gang War, je sais pas quoi, là, guerre des gangs, Oui, je vois, un truc comme ça, là, où tu gérais ton gang de mafieux et il fallait aller bouffer sur les autres gangs de mafieux, enfin, c'est aller choper les quartiers des autres. Et Farmville aussi, etc. Oui. Et Farmville, ouais, voilà, où du coup, c'était le début des trucs collaboratifs, ces jeux, etc. Je connais quelqu'un qui a réussi à choper grâce à la guerre des gangs, d'ailleurs. Je ne donnerai pas le nom de la personne. Est-il présent dans cet épisode Votez Non. C'est quelqu'un qui a déjà participé. Bref. On ne dénoncera pas. Ça fait une liste finie de participants. Quand même. Bref. Disponible sur le site web. Bref, et ouais, tu vois, par exemple, là, ils montent, t'avais un jeu d'échecs, etc. dans Google Wave. En fait, ils ont mis trop de choses d'un coup dans le produit, alors qu'en fait, l'idée de avoir une interface, parce que pour le coup, Google et les mails, c'est une grande histoire on va essayer de réinventer l'interface du client mail. Et je pense qu'ils étaient vraiment trop en avance sur leur époque avec Google Wave. Mais juste si ça avait été une interface de gestion de mail / message, sans avoir à rajouter tes modules de jeux collaboratifs ou je sais pas quoi, pense aux promotions ça aurait pu qu'il y a bien eu. prendre, sauf que personne n'a compris. Ouais, bah ouais. Mais du coup, on peut dériver sur e-Google. Hein. Du coup, personne n'a utilisé ça et ils ont même pas attendu 2 ans, je crois, pour couper le truc. Que c'était très court. Ça a été ultra rapide. Ils Google avaient pas Wave. un problème aussi de charge, en fait, de stabilité du truc. Je sens que ça scalait pas très bien. J'ai cru entendre parler de ça. Peut-être aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Lifetime, ils disent 28 mai 2009, 31 janvier 2012, donc officiellement 2 ans et 8 mois, mais il a été déclaré mort le 4 août 2010. Donc 1 an et 3 mois, quoi. Et du coup, ce qui reste, c'est le temps de dégager tous les clients qui étaient motivés par le truc. C'était le temps de redev le suivant. Après, il y a eu Google Buzz d'après la timeline. Mais c'est ouf, hein. Ils en parlent du chat dans Google Reader aussi. Là, en ce moment, c'est le chat dans Gmail. Hein. C'est insupportable. Tu parles que du coup, ils vont deprecater Gmail. C'est Google Talk et Hangout qui ont été dans Gmail pendant longtemps, qui en fait refont un comeback. Ouais. Mais Ouais, tu parles. Clairement, ouais. C'est ça. Après, ils avaient déprécié Hangout aussi à un moment. Ils vont le dégager de partout et ils tournent toujours pour le coup. Ils l'ont déprécié, tout le monde l'utilisait et en gros maintenant tu avais un énorme warning enfin toutes tes conversations elles ont bougé dans l'appli de Gmail d'un coup et ils ont fait ça marche plus, il faut utiliser Gmail et tu vas dans ton Gmail, tu retrouves toutes tes conversations et tu fais what quel bordel. Bref, tu sens le bon vieil apport. L'article est rigolo et moi je trouve que ça reflète l'orga de la boîte.
Et l'article est très très complet, hein, parce que pour Mm. chaque élément qu'on a cité, il y a un article complet en fait. C'est très très long. Ah ouais. Avec des screenshots, etc. Et en fait, Google Wave, c'était moche. Et ça, fallait pas le dire, fallait laisser les gens découvrir. C'est ça. On passe au lien suivant. Alors, rien à voir, là pour le coup, je ne peux pas faire de transition. Le lien suivant, c'est sur le fonctionnement de Linux, et c'est un livre en cours d'écriture, si je ne me trompe pas. C'est C'est un exactement article ça. GitHub. Je suis tombé dessus du coup quand j'ai dépilé mes liens. Et en fait, en ce moment, je cherche beaucoup de documentation sur comment marche le kernel, ne serait-ce que pour ma culture, en plus de bosser sur Sozu et notamment avec toutes les petites intés, avec les sockets et tout. Et comment fonctionne IO-Ring et autres. Et je suis tombé sur ce GitHub qui du coup il s'appelle Linux Inside et qui fournit énormément de contexte et de choses sur comment marchent les principaux groupes technos du kernel en disant bah du coup il y avait ça au début, ça a été implémenté de telle manière et du coup ils partent sur plein de choses et ils viennent détailler par exemple les six groupes, les syscalls et d'autres choses au fur et à mesure et c'est hyper intéressant parce que du coup il y a une vraie timeline de ton kernel démarre sur ton laptop, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup, tu arrives, bah, il faut booter. Pour booter, t'as telle problématique à gérer. Et du coup, en fait, tu te rends compte que ton kernel, quand il démarre, bah, il est pas en 64 bits, je crois qu'il est en 16 ou 8 bits. Et du coup, il faut qu'il passe en 64 bits. Et ainsi de suite, quoi. Il regarde la taille qu'il a à dispo et tout. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois, ce sont des problématiques qu'on se rend pas compte et qui sont vulgarisées. Et je trouve ça très très beau. Bah, l'initiative qu'il y a derrière de pouvoir faire ça, parce que quand tu arrives et tu dis, bah, du coup, comment je contribue à ce genre de projets qui sont gigantesques aujourd'hui, et principalement, bah, ce sont des ingés de grosses boîtes qui viennent contribuer à Linux, et pas mal, je pense pas mal à Intel ou AMD ou autres qui viennent supporter, et Nvidia notamment aussi, tant qu'à tous les citer, euh, sinon c'est pas faire. Mais à tous les citer, à du coup de venir développer leur driver pour le kernel, tu vois. Mais tu fais comment eux font pour connaître un petit peu ce genre de choses. Il faut bien démarrer quelque part. Et ça, je trouve que c'est un bon point de départ. Du coup, ça part sur énormément de choses et on peut découvrir du coup comment fonctionne le kernel. C'est assez agréable. Je sais pas si vous avez des retours là-dessus de comment vous avez regardé. Il a vachement amélioré le bouquin depuis. Moi, j'étais tombé là-dessus il y a longtemps et c'était le début et il a vachement amélioré. Il y a tellement de trucs. Il y avait des tout doux partout il y a quelques années. Là, putain, il a vachement amélioré. Hein. Et on peut le supporter avec des donations. Il travaille. Clairement. Ou le traduire en Oui. français, parce qu'apparemment, il existe dans un certain nombre de langues et Ouais. pas encore Attends, le il français. travaille où? Si vous êtes motivé. C'est un petit peu de boulot du coup. Hein. Ouais, j'avoue que là. Ouais, Mais c'est du clair. coup, est-ce qu'on le traduirait pas dans le canadien directement? Qu'on puisse au moins se marrer en lisant, tu vois. C'est un développeur Elixir qui maintient le Le repo. livre. Ok. Il travaille chez Travelping. Parce que le but, oui, là, aujourd'hui, c'est un guidebook qui est stocké qui est sur GitHub. Et le but, c'est d'en faire un livre pour pouvoir le sortir et fournir une base en référentiel à tout le monde. Après, je suppose que ce sera un bouquin qui aura sûrement plusieurs éditions quand même une fois qu'il y aura vraiment une version sortie, pour ouais, suivre un peu les mises à jour aussi. Clairement, ouais. Ça vivra forcément dans le temps, quoi. Et en même temps, ça te permet d'avoir une timeline en disant, bah, tu vois, à telle époque, et bah, cette j'étais chose-là jeune. n'existait pas. Par exemple, quand j'étais jeune, avant IO-Ring, tu vois, on connaissait-tu la boucle d'événements pour se réconcilier, qui lançait un event dans un chat ou un thread, ça dépend de la flemme, pour pouvoir traiter de manière asynchrone ce qui se passe. Et en allant plus loin, tu peux faire même avant l'aller buver, et du coup, avant Node.js côté serveur, du JS côté serveur, on faisait comment? Et ensuite, on peut aller se marier en disant, bah, du coup, maintenant qu'on a Node.js, est-ce qu'on le ferait pas tourner dans le navigateur? Parce que c'est quand même c'est vachement bien. Quelle bonne idée. Et Ouais, là, la boucle est faire bouclée. tourner Node dans du WASM.
Parce que ça va plus vite que exécuter du JS direct. C'est Je ça. crois qu'on a un peu déconné dans l'histoire. Mais du coup, voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller lire ce livre qui détaille du coup un petit peu comment fonctionne le kernel Linux et les différentes fonctionnalités qu'il apporte. On va partir de l'autre côté de la force, du coup. On va parler d'un article qui parle de Windows, et c'est un article de Pierre. Yes, c'est un article qui m'a fait beaucoup rire. C'est une vulnérabilité, donc 0-day, donc le niveau le plus critique, qui permet en fait que globalement, quand tu branches un appareil Razer, donc la marque de gaming, bah, en fait, tu peux devenir root directement. Donc la faille, elle est super simple. Elle tient sur une vidéo, enfin c'est une vidéo tweet. Donc tu vois, c'est pas genre c'est super simple. En gros, suffit que tu branches ta souris Razer. À ce moment-là, il va essayer d'installer le soft Razer Driver. qui permet de gérer la couleur, le machin, le truc. Et en fait, à ce moment-là, quand tu choisis l'endroit où tu veux installer l'appli, et ben en fait, ce process-là, il est administrateur. Du coup, tu fais juste un clic droit, ouvrir une fenêtre PowerShell et pouf. Avec la souris qui est en train de s'installer. C'est ça. tu fais Et le ça droit, tire en plus. 2 minutes. J'ai trouvé ça très rigolo. C'est genre la combinaison dont on en parlait au début de l'épisode, la combinaison des starts automatiques quand tu branches des trucs, c'est toujours une bonne idée, tu vois. Je sais même pas comment ils font pour obtenir pour que le process d'install soit admin. C'est là le truc, c'est que Attends. la personne qui a découvert cette faille a contacté Razer, mais en vrai, pour moi, c'est plus un problème de Windows. Ça, c'est Windows Update qui essaye, enfin, Ah oui, qui voilà. trouve un driver et qui, au lieu de juste installer le driver, lance l'install du soft Razer. Et donc du coup, qui te lance un installeur en admin. En admin. Et c'est super bizarre, quoi. Parce qu'en plus, dans la vidéo, on voit qu'il n'y a même pas la petite pop-up en mode valide que tu veux bien Non. lancer une action admin, ça se lance direct. Ça se lance direct. Rien à dire. Ouais. Et après, du coup, C'est beau. et du coup, la pop-up de l'explorateur de fichiers, du coup, qui est root, et là, tu fais clic droit. Il n'y a plus rien à faire à partir de là, quoi. Ouais. Bon, ils ont été C'est contactés. Enfin, Et- Razer, ils travaillent dessus. Razer peuvent pas faire grand chose, je pense, hein, parce que Bah si ouais, c'est Windows Update qui lance le truc, lien ils qui peuvent ouvre virer le la pop-up navigateur, de en choix. fait. Ils peuvent virer la pop-up. il peut l'installer direct sans demander. Bam. C'est installé là, on ne demande pas ton avis, et comme ça, c'est bon, quoi. Mais bon, ça reste quand même sûrement pas terrible. C'est ça. On rappelle que le soft est là pour gérer la couleur de la souris ou du clavier à la base. Et les macros. C'est clair. Et- Macro aussi. Non, mais ce qui est marrant, c'est que avec ça, on va pouvoir arrêter de se plaindre des films ou des séries où ils font des hacks complètement improbables en branchant juste un Clairement. Pourquoi dans tu un PC. t'emmerdes Tu sais, I'm in, je vais tu sais. trouver une faille dans le format MP4 parce que du coup, je peux injecter du binaire et faire des trucs. Moi, je branche une souris. Les souris, voilà, fin du game, c'est plié. Ouais, je sais pas si on verra un film avec un mec en capuche et tout dans l'ombre. La souris Razer verte, là. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, je viens brancher ma souris pour hacker le PC. Prochain épisode de Mr. Robot. Voilà. Je vous avais pas dit, on spoil un peu. Je sais même pas s'ils ont continué. Je me suis arrêté. C'est terminé. Hein? Ouais, il me semble. C'est terminé? 4 ou 5 saisons, mais c'est terminé. Ah, c'est terminé. Crois. Bon, bah, Mr. Ils les Robot ont sortis sur Netflix d'ailleurs, si vous voulez les voir, Mr. Robot. Après, ils étaient déjà dispo chez Le Amazon. hack à base de souris. Non, ça fait un peu plus sérieux que ça, généralement. Mais surtout la souris multicolore Razer, tu vois. Ouais, non, ça casse l'ambiance. Et ce qui me fait penser, je sais pas si vous connaissez la commande Hollywood sous Linux, qui du coup est une commande justement qui est utilisée à Hollywood pour émuler du hacking. Et du coup, ça t'ouvre plein de terminaux où tu tapes des commandes débiles dedans qui arrivent, qui fait un cat sur plein de fichiers et suivi d'un défiler file du HTML. ouais, potentiellement. Iron Man premier du nom.
Là, ils font pas mal de X-Dump aussi Moi, pour j'en ai Exemple pouvoir de effacer. slash dev vue de random Ouais, ça marche. Exactement. pour faire croire que tu bosses. Mm. C'est fait. J'ai installé ça pas plus tard que ce week-end. Enfin, pas à Hollywood, un truc qui s'appelle GenAct, qui est un truc en Rust en l'occurrence, où pareil, tu choisis tes modules si tu veux. Genre, tu peux faire genre, tu es en train de compiler ton kernel, etc. Et pour le coup, ça te génère juste des faux logs du truc. Et parce que, bref, j'étais sur un événement où on accueillait des moldus dans notre entre-deux geeks, et du coup, on avait mis ça sur le vidéo Oh là crush là. pour le soir où on accueille les gens, pour faire genre, tu sais, où tu t'exploses ton Tmux en plein de fenêtres et que du coup, t'en lances un dans chaque pour avoir plein de Ah logs ben, et tout. là, ce qui est cool dans C'était Hollywood, très c'est très classe. qu'apparemment, ça te lance les terminaux et tout. Et ça te lance des commandes random dedans. Tu vois. Tu pourrais juste être sur ton clavier et faire croire que tu tapes, mais en fait, Ouais. tu touches pas le clavier, la Mm. commande gère tout toute seule. Quoi. C'est assez drôle à voir. T'en as même qui font l'autocomplete, c'est-à-dire tu peux taper n'importe quoi et il va te faire rentrer le bon texte. J'en avais vu comme ça. On mettra les liens, tiens, allez. Ouais, on pourra le rajouter. En parlant de sécurité, Oui, en parlant de sécurité, dernier lien. C'est un module pour PAM. Alors PAM, c'est, je l'ai noté, Pluggable Authentication Modules. Donc ouais, c'est un mécanisme qui gère l'hôte dans Linux. Mécanisme assez méconnu. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un ancien épisode. Mais c'est quelque chose qui est donc, du coup très, très modulaire. Hein, c'est pour ça qu'il y a module dans le nom. En fait, on peut mettre à différentes étapes du login et de la vie de la session différentes actions qui doivent se passer, faire appel à des modules externes, etc. Ça peut servir par exemple pour configurer, genre dire qu'on peut se loguer avec un lecteur d'empreintes par exemple, ou mot de passe, ou de dire qu'il faut les deux, ce genre de truc. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ou un LDAP à distance. Pour un client, on avait setup ça. En fait, dans le PAM, effectivement, tu avais le PAM LDAP qui va se connecter pour vérifier ton password avec un LDAP à et distance. tu peux plutôt chaîner que sur aussi la les machine, modules quoi. pour dire genre je veux tel hôte, là tout est fait, la clé, la YubiKey connectée et le LDAP en plus, quoi. Ouais, tu peux C'est faire plein de super trucs puissant. hyper cool là-dedans, pour le coup. Je sais que en ce moment, j'utilise pas mal systemd et du coup, la nouvelle gestion des users avec Omd. Et je suis allé bidouiller là-dedans et c'était très très drôle du coup. Si aujourd'hui, tu vois, t'arrives et moi, je sais que sur mon laptop aujourd'hui, je me log sur Gnome, mais en fait, ça crée un user virtuel qui s'appelle Florentin et qui est complètement backé par Omd, quoi. Ce qui est assez rigolo parce que du coup, il vient déchiffrer ma session à la volée et tout, quoi. Donc c'est assez cool. Tout ça via le petit module. C'est beau. C'est Et beau. donc là, le lien, c'est un module PAM qui s'appelle PAM DRS. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. L'idée, c'est de définir un mot de passe autre que votre mot de passe habituel et qu'il y a une action spécifique qui se passe quand vous utilisez ce mot de passe-là. Le but, c'est que quand vous êtes under duress, genre si quelqu'un vous réclame votre mot de passe, que ce soit pour des raisons diverses et variées, hein, ça peut être quelque chose d'un policier ou un vol ou peu importe, et que du coup, ouais, donc ça déclenche une autre action. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment juste un truc qui va déclencher une action à part. Ça doit appeler un script que vous définissez. Et donc vous pouvez très bien supprimer des données sensibles, les cacher d'une manière ou d'une autre, ouvrir une autre session, enfin un peu tout ce que vous voulez, quoi, mais ça permet de faire illusion que vous donnez accès, sauf qu'en fait, non, vous donnez accès que à ce que vous voulez, quoi. C'est pas mal. C'est ouf. Ouais, il met comme exemple, prendre une photo avec la caméra du PC, allumer le microphone, tout en ouvrant un appel Jitsi ou je sais pas quoi avec quelqu'un. Enfin bref, Ouais, ça peut être vraiment très beaucoup loin. de choses. Ouais. Il y a Après, un dans les exemple exemples, delete workspace. Tout ce qu'on veut. exactement, c'est ce que j'allais dire. Genre, ils arrivent et tu supprimes tout, quoi. YOLO. J'avoue, le coup de la photo et l'envoyer, c'est pas mal. Tout ça grâce au module. Après, il faut être motivé hein, pour le coup à aller mettre ça, c'est que tu sens que ça va foirer quand même. Ouais.
Non, mais tu vois, tu pourrais par exemple donner un faux mot de passe de ta session à ton copain ou à ta copine, et du coup, tu sais. Je comment pensais essayer exactement la d'accéder. même chose. Non, sans détruire, ça peut être juste pour loguer, pour une photo ou autre. Après. Ouais, c'est ça. Après, Tu voudrais dire que Ton tu usage. Bref, ton quel est usage. ton niveau de confiance ton usage et ton niveau de Et à confiance. quel point t'es route sur la bécane. C'est à partir du moment où Oui. t'as une bécane physique, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Faut se le dire. Ah là là. Ça dépend Ok. juste des moyens que tu y mets, quoi. C'est sûr. Bon, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir participé déjà. Et pour terminer, la traditionnelle musique, je crois que Pierre, tu as un dé parce que je n'en ai pas sous la main. J'en ai 3, hein, donc. Parfait. Allez. En général, on fait de 1 à 5 Alexandre, de 6 à 10 Florentin, de 11 à 15 Pierre et de 16 à 20 moi-même. Allez, disons ça. J'ai rien écouté. 12. Toi, je crois. Moi Ouais. Oh là là. Oh, Ouais, oui, c'est toi, ouais. pas du tout truqué. Alors moi, qu'est-ce que j'ai mis? Alors moi, j'aime beaucoup les bandes originales de films ou de jeux vidéo, et j'ai refait un jeu qui s'appelle Cuphead, qui est un jeu d'arcade old school super sympa, et ils ont refait des musiques incroyables, et donc ça c'est un petit morceau de jazz qui est vraiment très sympa. C'est un jeu d'arcade de Cuphead d'épée. Joli. J'ai mis quelques instants pour comprendre, mais oui, c'est beau. Non. Désolé de te décevoir. C'est des tasses de thé qui se battent. Tu veux- Ah oui, c'est Cuphead. Pas mal aussi. Mais avec des épées Non. et des capes, non? Peut-être dans le Ah, DLC. dommage. Bon, bah merci à tous d'avoir participé à ce numéro. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis et de nous suivre au fil du temps. Et puis au prochain épisode. À très bientôt. Kenavo. Kenavo, ouais. I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land. I never play nice. I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass, 'cause you ain't done everything.